On a tourné la page du préfet Lallement. Laurent Nunez est une personne expérimentée, vous avez rappelé parfaitement son parcours, et puis comme vous êtes un acteur de terrain, vous connaissez le sujet mieux que nous. Mais ce qui est intéressant, en fait, le changement de Laurent Nunez, c'est est-ce que le changement de Laurent Nunez s'accompagne d'un changement de politique, notamment en termes de répression et de lutte contre la délinquance. Parce qu'en fait, au-delà des qualités personnelles qui sont estimables, il a un parcours il a fait plusieurs postes, il est expérimenté dans plusieurs domaines, mais la question essentielle, c'est est-ce qu'il aura les moyens d'agir pour faire baisser la criminalité dans la région Île-de-France et à Paris, pour lutter contre les incivilités et pour lutter contre les différentes menaces. Et à ce titre-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que la politique du ministère de l'Intérieur est suffisante? Est-ce que la politique du ministre de la Justice est suffisante quand il se dit qu'il est le ministre des détenus et non pas le ministre des victimes, et notamment le ministre de la Justice censé faire appliquer les lois dans ce pays? Et est-ce qu'ensuite tout est coordonné au niveau de Matignon pour permettre une action d'ensemble, notamment pour lutter contre tout ça? C'est les questions qui se posent. Est-ce qu'on va critiquer Laurent Nunez alors qu'il vient de débuter? Non. Mais est-ce qu'on peut douter notamment de la doctrine en termes de répression, notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur depuis 2-3 ans et qu'il n'a pas obtenu des résultats conséquents? Là, on peut avoir des doutes. Geoffroy-Antoine, vous êtes d'accord avec cette année la loi en accord avec la décision du Conseil d'État? Moi, ce qui m'a Il se place sur le plan vestimentaire, purement vestimentaire. C'est la dernière réponse à votre question quand vous posez la question de l'islam politique. Donc, il a parfaitement conscience de ça. Moi, je pense qu'Éric Piolle, en fait, est l'idiot utile de l'islamisme politique. Et en fait, ce que fait Éric Piolle, c'est que quand vous avez deux distinctions de politiciens, vous avez ceux qui pensent à la prochaine élection et vous avez les hommes d'État qui pensent à la prochaine génération. Ce que fait Éric Piolle, c'est qu'il pense à la prochaine élection parce qu'il a besoin notamment des électeurs communautaires pour pouvoir garder et conserver la mairie de Grenoble pendant très longtemps. Et c'est pour ça que sur différents sujets, il ne souhaite pas stigmatiser sur la question du burkini, sur la question de la sécurité. Il ne souhaite pas stigmatiser. Il va même plus loin parce qu'il instrumentalise. Il instrumentalise et devient le héros en fait des communautés. En tout cas, il a le sentiment de vouloir s'emparer à chaque fois de cette affaire pour en faire un sujet national. Tout à fait. Et en fait, il veut devenir le héros. Et tout ça, c'est la stratégie de l'islamo-gauchisme, d'Europe Écologie Les Verts et de LFI, qui souhaitent s'attirer les votes des quartiers en fait pour s'assurer un électorat en vue des prochaines élections. Moi, je pense que c'est dommageable parce qu'en fait, on a des personnes qui sont du coup des idiots utiles, parce que je ne vais pas dire des traîtres à la nation, dans la mesure où ils sont un peu conscients qu'on a un problème contre l'islam politique, mais ce sont des idiots utiles. Pourquoi ce sont des idiots utiles? Parce que ce qui se joue au XXIe siècle, c'est l'avenir de notre modèle. Est-ce qu'on conserve le modèle qui a fait notre rayonnement et notre fierté pendant plus de 1000 ans? Ou est-ce qu'on cède et est-ce qu'on devient une société à l'anglo-saxonne? Moi, dernièrement, j'étais à Londres, et quand vous allez dans les sociétés anglo-saxonnes, en fait, dans différents quartiers, vous avez des quartiers communautaires. Ça veut dire qu'en fait, la communauté principale, celle qui a résidé pendant 1000 ans, est obligée de s'accommoder à Paris sur ses valeurs, sur son modèle de vie, par rapport aux nouveaux venus. Moi, je pense que ce qui est essentiel et ce qui doit faire la fierté de la France et ce qui a fait notre rayonnement, c'est de conserver notre modèle et de permettre aux gens de venir pour notre modèle. Et tant qu'on ne conserve pas ça, on perd notre civilisation, on perd notre humanité, on perd ce qui a fait notre histoire pendant 1000 ans. Geoffroy-Antoine. L'indice qui permettent de nous faire dire aujourd'hui, Grégory Doucet prend peut-être un peu trop tardivement conscience de ce qui se passe dans sa ville, quand cette dame, dans le quartier de la Guillotière, lui parle de la place Bellecour. La place Bellecour, c'est pas la Guillotière, hein, c'est quand même le centre historique de Lyon, c'est quand même une place emblématique de cette ville. Chers Lyonnais qui nous regardez, vous le savez pertinemment, et tous les gens qui sont allés dans cette ville de Lyon le savent, et qu'elle prenne cet exemple, je trouve que c'est assez frappant face au maire de la ville, qui s'attendait peut-être à ce qu'on lui parle de la Guillotière. Non, c'est la place Bellecour, donc autrement dit, c'est Lyon. Grégory Doucet va-t-il peut-être changer son fusil d'épaule, ou en tout cas le braquer sur ces questions de sécurité? Il promet plus de policiers municipaux. Gérald Darmanin en annonce plus dans la police nationale. Lyon au centre des attentions sur les questions de sécurité. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas, William T? Ce qu'on assiste, c'est une transformation des grandes métropoles. Moi, ce qui me frappe quand j'y étais il y a quelques semaines à la Guillotière, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand j'entends les témoignages des personnes que je connais, qui sont étudiantes ou qui travaillent là-bas, c'est très compliqué à Nantes aussi. À Nantes, vous ne pouvez pas sortir le soir, notamment quand vous êtes une jeune femme, sans risquer de vous faire agresser au centre-ville de Nantes. J'ai été étudiant à Lille, c'est très compliqué aussi dans certains quartiers de Lille. Dans certains quartiers de Paris, et même dans les quartiers dits UP, c'est de plus en plus compliqué aussi. Vous n'êtes pas, c'est pas une menace permanente, mais vous n'êtes pas serein non plus. Et le témoignage que donne cette femme est très intéressant parce qu'elle pose la question suivante. J'ai peur pour me bébé. Sereinement et sans passion. Voilà, c'est intéressant ce genre de témoignage toujours. C'est une personne qui est citoyenne et qui se pose la question, dans quel monde je vais laisser mon enfant? Et est-ce qu'on se pose la question sur comment font ces différents maires pour lutter contre les différentes formes d'incivilité, de délinquance et de criminalité? Moi, je pense que ces personnes-là ne veulent pas véritablement réagir parce qu'ils ne font pas un lien qui est très important, c'est le lien entre immigration et sécurité. Ce qu'on assiste notamment quand on va au tribunal correctionnel, notamment en grande instance, vous avez des personnes d'origine ou étrangères
qui sont inculpés 17, 18, 19 fois alors qu'ils ont 20 ans. Moi, je l'ai fait en L1 de droit, c'était ma première journée de stage là-bas. Vous assistez, vous voyez les personnes défiler et vous avez des personnes de façon continue comme ça. Et donc, tant que vous ne posez pas cette question-là pour ne pas stigmatiser, c'est pour ça que Grégory Doucet prend tardivement la question, c'est qu'il ne veut pas heurter son électorat, c'est qu'il ne veut pas stigmatiser cet électorat-là. Ensuite, il y a un deuxième sujet auquel il faut se préoccuper. C'est est-ce que c'est toujours pertinent que ce soit l'État central qui envoie des forces de l'ordre. Voilà, il y a les deux, si on comprend bien. Dans les deux. Mais est-ce qu'il ne faut pas, à terme, se dire, est-ce que ça ne doit pas devenir une compétence du maire de pouvoir développer sa propre police municipale pour pouvoir provoquer des ajustements qui soient rapides en temps réel, plutôt que demander et qu'émander le soutien de l'État? Et est-ce qu'il ne faut pas, notamment, pour porter plus de responsabilités sur des Grégory Doucet et d'autres, en fait, que la compétence de sécurité devienne en partie de celle de la mairie pour que les habitants puissent s'exprimer sur la question de la sécurité. Sinon, Grégory Doucet dira c'est la faute de la police, c'est la faute du maire. Et ben moi, je pense que c'est la faute de Grégory Doucet parce qu'il ne prend pas les actions efficaces. Mais pour ça, il faut lui donner les moyens, donc un pouvoir réglementaire et un pouvoir de décider de créer une police municipale armée. Du côté de la France Insoumise, est-ce que c'est de la pure opposition à un texte porté par la majorité de longue date? Où est-ce qu'il y a un fond derrière? J'ai du mal à saisir. Écoutez, moi j'ai dit tout à l'heure qu'Éric Piolle était un idiot utile et que c'était pas un ennemi de l'intérieur. Là, je commence à me poser des questions dans la mesure où il lutte contre un contenu qui est protégé de façon réglementaire par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prétexter en disant ça aurait pu aller trop loin, mais les contenus éducatifs journalistiques sont protégés. Donc, du coup, ça respecte la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Donc il n'y a pas de problème sur ce point de vue-là. S'ils font ça, c'est qu'ils considèrent, et c'est le prolongement de certains votes de certains et des positions notamment de certaines personnes comme Clémentine Autain, etc., qui considèrent qu'en fait toutes les lois terroristes, etc., sont excessives et ils ont lutté en fait contre toutes ces théories-là. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils pensent que c'est rentable électoralement. C'est de la folie pure. Les terroristes ne pèsent pas électoralement. C'est une folie. Je ne sais pas combien de voix ils veulent attirer en faisant ça, mais ils sont complètement dingues. Le problème, c'est le prolongement de la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les discours qui sont tenus, c'est que du coup, ça va alimenter le complotisme envers certaines populations qui vont se dire on va être censuré, et l'État va soutenir Israël contre Palestine, on va être censuré, on va être discriminé dans certains quartiers, et l'État joue contre nous. Et je pense que ces personnes-là sont plus que d'idiots utiles du coup, c'est qu'ils jouent contre la France. Nuisent à la cohésion. Je pense qu'ils jouent clairement, ils jouent contre la France parce que c'est un contenu qui devrait être, ça doit être un vote unanime, ça normalement. Mais c'est vraiment l'interrogation. Et j'ai relu de nombreuses reprises, et même quand je vous fais part des précisions de la France Insoumise, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce recours, hormis de la peut-être pure opposition politique. Non, mais c'est évidemment politique parce que si par cas c'était uniquement une question de liberté d'expression, ils avaient assez d'avocats comme Garrido qui voulait excuser ou se réconcilier avec les terroristes. Ils ont des avocats comme ça qui sont capables de déposer une QPC sur cette question-là. Et donc, du coup, ils n'avaient pas besoin de déposer un recours. S'ils déposaient un recours, donc activable sur l'article 58, je crois, de la Constitution, et donc, du coup, de déposer un recours au Conseil constitutionnel avec un groupe politique, c'est que c'est un message qui un but politique, c'est une position unanime de la France Insoumise. Et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas une question de liberté d'opinion, c'est une opinion politique. Geoffroy-Antoine. D'une manière ou d'une autre, il est dans la famille, je ne sais plus comment c'est. Bon, effectivement, ça marque un tournant. Malgré tout, ça... Moi, je pense que le parti du Rassemblement national, pour opérer une normalisation et pour devenir véritablement un parti comme les autres, doit opérer ce qu'on appelle, et c'est le risque qui est porté sur eux. En fait, c'est les différentes critiques qui ont été portées sur Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle, c'est est-ce que Marine Le Pen est encore d'extrême droite? Quand on analyse le discours de Marine Le Pen, on voit notamment qu'elle a quasiment rien du tout de rapport avec l'extrême droite. Ce qui se joue avec la question de Marine Le Pen, c'est la confiance des gens si elle va appliquer une politique d'extrême droite, si par cas elle arrive au pouvoir. Et ça repose notamment sur une chose, et que c'est ce qu'on appelle le clan Le Pen. Et donc du coup, si par cas elle ne rompt pas avec le clan Le Pen, si elle ne met pas une personnalité qui est complètement extérieure à ça, est-ce que les gens vont pouvoir retrouver une confiance? Parce que tout se joue sur la question du confiance entre le citoyen et Marine Le Pen. Si les gens demandent est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite, de moins en moins de personnes, notamment depuis 5 ans ou depuis 10 ans, considèrent que Marine Le Pen est d'extrême droite. Ils ont deux doutes sur Marine Le Pen. Un, c'est est-ce qu'elle est capable de diriger la France, notamment parce que est-ce qu'elle a les compétences, et notamment les deux débats face à Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 ont montré qu'elle avait des carences très fortes sur les questions économiques, sur les questions d'affaires internationales, etc. Et deuxième point, c'est est-ce qu'elle ne va pas gérer sous ce qu'on appelait notamment dans les années 80 le fameux État RPR? Est-ce qu'elle ne va pas faire une gestion familiale? Est-ce qu'elle ne va pas mettre tous ses proches? Est-ce qu'elle va pratiquer le népotisme au niveau État? C'est des questions que se posent l'ensemble de ses citoyens. Et ensuite, après, sur la question de la normalisation, le choix entre Bardella et Louis Alliot, c'est tout dépend d'une question de stratégie. En fait, est-ce qu'il faut faire un renouvellement par l'image? Les deux avantages pour chacun des deux candidats. Je pense que Bardella, en fait, ce qui se joue, s'ils mettent Bardella, c'est un renouvellement par l'image pour montrer que le Rassemblement national marque une rupture avec l'ancienne époque, alors que Louis Alliot, c'est plutôt une stratégie de conquête territoriale par le bas. C'est-à-dire que c'est deux stratégies différentes. Il y en a une qui est plutôt médiatique par le haut et l'autre qui est plutôt territoriale par le bas. C'est Darmanin ou Jean Castex.
Si on reprend d'autres exemples dans des gouvernements passés. Le gouvernement, justement, je voudrais qu'on termine par ça. C'est une image, et vous allez me dire